Bonjour, ici Jean-Luc Brassard. Vous êtes-vous déjà demandé comment on fabrique les chaudrons d'aluminium, le beurre d'arachide, les membres artificiels et les ampoules au mercure? Non? Eh bien, c'est le temps ou jamais, puisque la réponse vous sera donnée toute cuite dans le bec. Comment pensez-vous qu'on fabrique un gros chaudron d'aluminium comme celui-là? J'aurais beau vous laisser tout le temps voulu pour y réfléchir, vous ne l'aurez pas. Mais je vous vois quand même d'ici vous casser la tête en passant des procédés de pressage, de moulage, de coulage. Oubliez ça, vous n'y êtes pas du tout. Mais regardez plutôt ce qui suit. L'aluminium d'une batterie de cuisine sans danger pour la cuisson des aliments ne doit pas être mélangé à d'autres métaux. Voici notre matière première, une feuille ronde en aluminium appelée flan. On y imprime diverses informations concernant la fabrication de la casserole ainsi que sa grandeur. Ce cercle de 55 cm de diamètre deviendra une casserole de 32 litres. On l'attache sur un tour, lui-même centré sur le mandrin. Guidé par ordinateur, ce tour effectue 2000 révolutions par minute. Une roue faite d'un plastique spécial pousse sur le mandrin, étirant et formant le flanc d'aluminium de la même façon qu'un potier travaille l'argile avec ses mains. Il faut environ 4 minutes pour tourner notre casserole de 32 litres. La machine enlève le surplus d'aluminium à mesure qu'elle arrondit les bords. Dans cette usine, ces restes métalliques très coupants sont inutiles. Mais on ne les jette pas, car l'aluminium est difficile à extraire et coûte très cher. Ces retailles seront donc recyclées en d'autres produits. Après un dernier petit taillage, une détoureuse rend les bords moins tranchants. Et voilà une belle casserole toute neuve, presque achevée. Presque. Reste à poinçonner des trous pour les poignées. Puis, riveter ces poignées, toujours faites d'aluminium. De plus petits morceaux sont tournés sur un tour manuel. Ici, l'ordinateur ne suffit pas. Un artisan expérimenté est indispensable, car on ne saurait se passer de son instinct, dont la machine est dépourvue. Outre les batteries de cuisine, on fabrique de nombreux autres produits en aluminium à l'aide d'un tour comme celui-là. Voici un réflecteur de lampe qui recouvre les ampoules dans les usines, les magasins et les arénas. Lorsqu'il travaille sur le tour manuel, l'artisan utilise des ciseaux qui ont la même fonction que la roue en plastique sur le tour automatisé. À mesure que le flanc tourne, il les fait descendre pour donner la bonne forme à l'aluminium. Voici un entonnoir à saucisses. Et ceci deviendra bientôt le tube intérieur d'un moule à gâteau. Pour le corps du moule à gâteau, on utilise un tour différent et plusieurs outils afin d'obtenir des effets variés. Par exemple, cet outillage à rouler permet de créer un rebord.
Presque tous les métaux peuvent être tournés comme ça. Mais les métaux très malléables, comme l'acier et bien sûr l'aluminium, donnent de meilleurs résultats. Même si nous sommes diffusés au Canal Z, ce qui suit n'a rien à voir avec la science-fiction. Grâce à des capteurs myoélectriques, les personnes ayant subi une amputation peuvent contrôler leur prothèse de la même façon que le membre qui leur manque. Le tout en utilisant les signaux électriques qui passent du cerveau jusqu'aux muscles. Cette innovation permettra sans doute un jour de bouger une prothèse de la même façon qu'un vrai bras ou une jambe. Juste en y pensant. Pour arriver à un tel résultat, il faut tout d'abord bien mesurer ce que les médecins appellent le membre résiduel, ou plus simplement, le moignon de l'amputé. On détermine premièrement sa circonférence en différents points, puis son diamètre. Les techniciens protègent et lubrifient le membre résiduel en l'enduisant d'une gelée de pétrole. Ensuite, ils l'immergent dans l'algine, un dérivé gélatineux de l'algue. Après environ 5 minutes, l'algine a pris la forme du moignon et commence déjà à durcir. Quelques heures plus tard, elle est assez dure pour servir de moule négatif. On y verse du plâtre de Paris dans lequel on insère une tige de métal. Cette tige servira plus tard de support afin de pouvoir travailler sur le plâtre sec. Le plâtre de Paris durcit en 1h30. On peut alors enlever la couche d'algine. Ensuite, on adoucit et polit la surface à l'aide d'un papier sablé. Cette copie de plâtre du membre résiduel deviendra le vrai de vrai moule sur lequel on coulera le membre artificiel. On peut aussi utiliser une technique différente pour fabriquer ce moule positif, en utilisant tout d'abord des bandes d'étoffe plâtreuse pour construire le moule négatif. Un peu comme quand le médecin appose un plâtre sur un bras ou une jambe cassée. Un scanner fait une lecture tridimensionnelle détaillée du moule obtenu et achemine les données dans un ordinateur. La technicienne peut alors, si nécessaire, y apporter quelques modifications. Elle dépose un bloc de plâtre sur une machine à découper, dont l'ordinateur dirigera la lame afin de tailler le moule positif. Quelle que soit la technique privilégiée, une fois le moule positif prêt, on peut enfin fabriquer le membre artificiel. On utilise alors un procédé appelé laminage. Première étape, recouvrir le moule d'un bas fait de nylon ou d'un matériau contenant de la fibre de verre. On enveloppera le moule de 6 à 10 couches de bas, selon la rigidité souhaitée pour le membre artificiel. On enrobe ensuite les bas d'un liquide résineux, fait de polyester ou d'acrylique. Ici, on a choisi de l'acrylique, coloré de façon à imiter la blancheur de la peau caucasienne. Ce procédé méticuleux demande environ 1 heure de travail car on doit s'assurer de recouvrir toute la surface. L'acrylique se solidifie en 1 heure environ. Avec le polyester, c'est 12 fois plus long. On peut alors briser le moule de plâtre à l'intérieur, ne laissant que cette solide coquille de plastique qui sera la base du membre artificiel. On la relie à une autre coquille de plastique qui, elle, contient le mécanisme du membre artificiel. Ou encore, comme pour cette jambe, le mécanisme peut être modulaire et simplement recouvert d'une mousse qui imite la couleur de la peau. Si le muscle du membre amputé émet de bons signaux électriques,
le patient peut bénéficier d'une prothèse myoélectrique qui capte les signaux du muscle et déclenche la contraction du membre artificiel comme s'il s'agissait d'un vrai. Non, mais c'est effrayant de tromper le public comme ça. Noix mélangées, alors qu'il y a des arachides là-dedans. Mesdames et messieurs, la confusion a trop longtemps duré. L'arachide n'est pas une noix. C'est une légumineuse, comme les pois, les haricots, la luzerne, et elle pousse dans le sol, comme la pomme de terre. Bon, moi, j'étais ici pour présenter une capsule sur le beurre d'arachide. Pour fabriquer un bon beurre d'arachide, pas question d'utiliser les premières arachides qui nous tombent sous la main. Les meilleurs sont les runners, qui proviennent de la Géorgie, de l'Alabama et de la Floride. Lorsqu'elles arrivent à l'usine de fabrication, on les a déjà dépouillées de leurs écales. Toutes nues comme ça, elles ont l'air un peu pâleaux. Mais leur passage à travers une rôtissoire à air chaud leur donnera une belle couleur dorée. La machine les secoue afin qu'elles grillent uniformément. Plus de 3600 kg d'arachides passeront ici en seulement 1 heure. L'huile contenue dans les arachides est très précieuse lorsqu'on veut les transformer en beurre. Cette autre machine minimise les pertes en refroidissant rapidement les arachides à la température de la pièce pour interrompre la cuisson. Ainsi refroidies, elles peuvent passer à l'éplucheur. C'est là qu'on les débarrasse de leur peau extérieure, en les frottant entre des courroies en caoutchouc. On y sépare également les arachides en 2. Puis on enlève leur cœur, qui a un léger goût amer. Mais rien de tout ça ne prend le chemin des poubelles. La peau sert aux fermiers qui l'utilisent comme fourrage pour les cochons. Le cœur, lui, fera le bonheur des oiseaux. Les arachides s'accumulent dans un grand distributeur en acier inoxydable. De là, elles tombent dans un broyeur qui les transformera en pâte. C'est le moment d'ajouter quelques ingrédients: du sel, du sucre et une petite quantité d'huile végétale hydrogénée qui agit en tant que stabilisant pour empêcher l'huile de se séparer et de flotter sous le couvercle. Le beurre d'arachide ne contient aucun colorant ni édulcorant artificiel. Et même sans agent de conservation, il n'a pas besoin d'être réfrigéré. Notre beurre d'arachide est maintenant prêt. Après l'avoir chauffé à 60 degrés Celsius, puis refroidi à 38 degrés, on peut enfin le mettre en pot. Riche en protéines, gorgé de vitamines, de minéraux et de fibres, exempt de cholestérol, le beurre d'arachide a vraiment tout pour lui. Certains diront qu'il est très gras. Et c'est vrai. Mais la bonne nouvelle, c'est que plus de 80% de son gras est non saturé. Autrement dit, c'est du bon gras qui peut aider à abaisser le taux de cholestérol dans le sang. La mauvaise nouvelle, tout le reste est du gras trans. Ce vilain gras provient de l'huile végétale hydrogénée qu'on ajoute pour empêcher l'huile d'arachide de se séparer. Mais on peut toujours manger du beurre d'arachide naturel, sans ce stabilisant, et remuer soi-même l'huile d'arachide qui s'amasse sur le dessus. La capsuleuse attend les pots remplis de beurre d'arachide. Ces bouchons sont dotés d'un seau en aluminium. La chaleur de cette machine fait tomber le seau, qui adhère ensuite au-dessus du pot. Avant d'aller s'étaler sur une rôtie, le beurre d'arachide se fait attribuer sa date de péremption.
Si on n'ouvre pas le pot, il restera frais durant 1 an. Pendant un instant, j'ai pensé me ramener un petit souvenir de cette usine où l'on fabrique des ampoules au mercure. Question de ressusciter ma lampe de chevet. Sauf que quand des employés m'ont expliqué comment fonctionnaient les ampoules au mercure, je me suis trouvé, disons, pas un 100 watts. C'est qu'en excitant les atomes de mercure contenus dans ces bulles de verre-là, on obtient assez de lumière pour éclairer un stade au complet. Un peu trop fort pour mes lectures de fin de soirée. En 1809, un chimiste britannique a inventé l'ampoule électrique. D'autres inventeurs ont par la suite fabriqué toutes sortes de lampes et d'ampoules ayant une chose en commun, leur très courte durée de vie. En 1879, Thomas Edison en a surpris plusieurs avec son filament de carbone qui brûlait durant 40 heures. Un an plus tard, il fabriquait un bulbe révolutionnaire, 1200 heures de lueur. En 1882, une ville entière était éclairée par des lampadaires électriques. Pour obtenir ces brillantes ampoules, on a tout d'abord besoin de mini-tubes en verre qu'on chauffe jusqu'à pouvoir y insérer une tige de tungstène d'une épaisseur d'à peine 28 centièmes de millimètre. Le tube et la tige passent ensuite dans une machine qui chauffe le verre et lui donne la forme d'un champignon. Puis, selon le modèle de l'ampoule, on y insère de 3 à 6 fils de tungstène de moins de 2 centièmes de millimètre d'épaisseur. On coupe les fils selon la taille souhaitée, puis on en tortille les bouts. Notre support de filament est terminé. Il faut maintenant former la monture sur laquelle d'autres parties seront assemblées. Les techniciens soudent le tube à arc, un tube de quartz qui contient un filament, des électrodes, du gaz et du mercure. Ensuite, ils soudent le bilame qui coupe le courant au filament dans le tube à arc. Et aussi le support de filament préparé plus tôt. En pliant le support, on s'assure qu'il touche le filament de tungstène. Encore un peu de soudure d'un bout du filament à la monture, sans oublier de passer l'autre bout à travers les petits cercles du support de filament, puis de le souder de l'autre côté de la monture. Après toutes ces opérations, la monture est entièrement assemblée. On applique alors une pression bien précise au bilame dans le but de le calibrer. Dans l'alcool, la monture est débarrassée de toute trace de poussière ou d'autres contaminants. On y applique ensuite un liquide qui éloigne l'humidité du filament. À chaque monture, son ampoule. Mais comment tout cela s'illuminera-t-il? Le courant électrique voyagera à travers le filament jusqu'à la bobine à l'intérieur du tube à arc. La bobine réchauffera le verre qui vaporisera la petite quantité de mercure contenue dans le tube. Cette vapeur de mercure conduira alors le courant d'une électrode à l'autre et la lumière sera. On peut faire des ampoules de différentes formes et grandeurs. Il suffit de souffler de l'air dans le verre chaud à l'aide d'une machine pendant qu'un moule crée la forme. Une flamme spéciale permet ensuite au verre de se refroidir lentement. Après avoir inscrit le nombre de watts et le voltage sur les ampoules, on les envoie se faire rôtir à 500 degrés Celsius pour enlever l'humidité et les impuretés qui pourraient être emprisonnées à l'intérieur. Puis, cette flamme enfermera l'azote qui empêche le filament de surchauffer. L'ampoule est maintenant prête à subir son premier test.
On l'allume simplement durant 10 minutes pour s'assurer qu'elle fonctionne correctement et qu'il n'y a pas d'air à l'intérieur. On prépare enfin la douille en appliquant du ciment sur sa base afin d'y fixer l'ampoule. Un dernier passage à travers les flammes pour faire sécher le ciment, puis un petit nettoyage à l'acide, histoire de pouvoir souder la douille à 2 endroits. On met finalement les ampoules de côté pendant 48 heures, puis on les vérifie une dernière fois avant qu'elles n'entrent en action pour de bon. Il vous semblait peut-être quelconque ces 4 objets, mais maintenant que vous avez percé le secret de leur fabrication, vous les trouvez probablement beaucoup plus intéressants. À la prochaine! Si vous avez des commentaires à formuler sur cette émission ou désirez soumettre des idées de sujets, communiquez avec nous au www.commentcetfait.com.